Bonjour du coup, merci pour la courte attente. Du coup, je suis Gaspard, je serai un peu l'hôte pour nos deux partenaires d'aujourd'hui. Donc ce sera Mabeo Industries avec Jules. Bonjour Jules. Bonjour, enchanté. Donc moi je suis responsable coordination supply chain du coup dans le groupe Mabeo Industries. Merci Jules. Et il y aura Thomas Moreau. Tu travailles chez Don, je crois. Merci Gaspard. Exactement, je suis Thomas, donc le cofondateur de Don. Également présent Guillaume aussi dans l'audience, l'autre cofondateur. Merci à Guillaume d'être présent aussi du coup. On va du coup aborder le sujet du don aux associations. En quoi ça a été utile justement pour Mabeo Industries de créer un partenariat avec Don, tout simplement. Mais d'abord, on va aller un peu dans la base du sujet. Pourquoi y a-t-il des surstocks? Qu'est-ce que cela représente? C'est à peu près 2 milliards d'euros de produits qui sont des surstocks et qui peuvent être valorisés pour les entreprises à l'heure actuelle. Ici, on parle juste vraiment de surstock. Je crois que Thomas pourra un peu élaborer, mais il y a encore d'autres produits qu'on peut valoriser, comme les retours clients. C'est ça, je crois. Parfait. Et pour une entreprise, ça peut être un coût énorme. Pour vos résultats financiers, ça représente en moyenne 3% du chiffre d'affaires. Et quand on sait qu'on peut passer justement d'un bon résultat à un mauvais à une toute petite échelle, c'est là qu'on peut faire de la différence, justement. Pour cela, pour bien explorer, on va faire assez succinctement se dérouler. Thomas va se présenter et tout ce que vous faites chez Don. Ensuite, ce sera Jules qui pourra un peu plus élaborer, après ta courte introduction, évidemment. Et on va voir comment vous avez pu mettre en place tout cela avec les problématiques que vous rencontrez et les solutions que tu proposais, Thomas, avec Guillaume, évidemment. Si tu veux intervenir, Guillaume, à un moment, n'hésite pas. Merci. Et ensuite, on ira un peu plus vers le factuel, ce qui s'est passé, ce que vous a apporté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lever et à vous présenter devant toute l'audience. Merci. Thomas, je te laisse donc la parole. Ouais, merci beaucoup Gaspard. Du coup, Gaspard introduisait ce chiffre de 2 milliards en fait. 2 milliards, c'est la valeur de stock de produits neufs invendus qui dorment dans les entrepôts chaque année. Et en fait, on peut élargir ce marché à 4 milliards d'euros si on inclut les produits, les retours clients, les produits défectueux, les produits qui sont obsolètes. Et ça, ce constat, je l'ai fait pour la première fois quand je travaillais chez Decathlon en 2018. Donc il y a de ça 6 ans maintenant. Et c'est vrai que ce constat, je l'ai fait quand je travaillais en magasin. J'ai vu que justement, il y avait énormément de retours clients. Et ces retours clients, on ne pouvait pas les traiter malheureusement par manque de temps et manque de moyens. Et du coup, on les accumulait dans la réserve jusqu'à la fin de journée où là, on les détruisait. Je prends l'exemple d'une tente, généralement, parce que c'est assez parlant. On ne pouvait pas justement déplier la tente, vérifier le défaut sur la couture ou sur la fermeture, la réparer et la remettre en rayon. Du coup, c'était beaucoup plus simple à cette époque. Ça a beaucoup changé maintenant, je vous rassure. Mais à cette époque, c'était beaucoup plus simple de détruire la tente et de la jeter que de faire tout ce process. Donc, comme j'avais de l'expérience dans le milieu associatif, c'est naturellement que j'ai proposé au directeur de magasin d'arrêter de jeter ces produits et de les donner à une association parce que je savais que justement c'était le projet de certaines associations de prendre ces produits, de les réparer et de les donner à des bénéficiaires, d'en faire bénéficier justement leur réseau. Souvent des personnes qui étaient dans le besoin et qui en ont besoin de ces produits pour justement partir en vacances par exemple. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à faire nos premiers tests, d'autant plus qu'on pouvait récupérer 60% de réduction d'impôt pour le magasin. Donc ça a été vraiment un échange gagnant-gagnant. Et tout de suite après ce premier test, c'est là où on s'est posé avec Guillaume justement pour définir un business model qui soit vraiment gagnant-gagnant. Et on a décidé de créer Don.fr, qui est justement un outil digital qui permet de rendre accessible le don à toute entreprise qui souhaite donner. Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. On intervient sur toute la France. Et on est clairement le leader du don de produits non alimentaires en France. Pour info, en 2023, on a sauvé 10 millions d'euros de produits. Et cette année, on projette d'en sauver 25 millions. Donc ça peut paraître beaucoup, mais je rappelle que le marché est de 4 milliards. Donc il nous reste encore énormément de travail pour aller sauver tous ces produits. On souhaite que vous arriviez à sauver tout, justement, vu que c'est une très belle entreprise, franchement, là-dessus. Peut-être justement, tu peux en dire plus sur ces invendus. Qu'est-ce que tu considères comme invendu? Tu l'as cité, 4 milliards.
de produits en totalité, mais est-ce qu'il y a des produits justement auxquels on ne pense pas en fait globalement, que les entreprises sont juste là, bah, ce sera mes retours clients, ce sera un abîmage, excusez-moi, un emballage abîmé ou alors juste des produits neufs non vendus. Est-ce qu'il y a des choses en particulier auxquelles tu peux penser, auxquelles les gens ne pensent pas eux? Oui, totalement. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de retour client, mais en creusant cette solution, justement, on s'est rendu compte que bah, justement, ça touchait un peu tout. On parle aussi bien de produits neufs hein, qui n'ont même pas connu de première vie, que de produits d'occasion sur lesquels on est capable d'offrir une seconde vie, et aussi des produits défectueux qui nécessitent un petit peu de réparation avant d'être réutilisés. On parle de produits finis comme de matières premières aussi. On oublie souvent la matière première, mais c'est quelque chose qui a encore une valeur comptable pour l'entreprise et qu'on est capable justement de revaloriser à travers des projets associatifs. Et généralement, j'aime bien dire que tout produit qui a une valeur comptable pour l'entreprise, on peut justement déclencher les mécanismes du don pour justement revaloriser à travers une réduction d'impôts et générer un impact sociétal et un impact environnemental, tout simplement. Voilà. Je crois que récemment, vous avez donné des billes de plastique qui peuvent paraître un peu incongrues. On ne saurait pas quoi en faire, mais l'association a été extrêmement intéressée par ça, justement. Ouais, c'est un très bon exemple. C'est justement un de nos partenaires qui nous a challengé sur cette matière première, donc des petites billes plastiques. Et on a réussi justement à trouver des projets associatifs qui ont réutilisé ces billes plastiques pour faire justement des poufs ou ce genre de produits en fait. Donc vraiment tout type de produit, on est capable d'au moins réinventer un process pour lui offrir une seconde vie, voire même une première vie dans certains cas. Top, bravo pour cela et à tes équipes, du coup. Et c'est dans un cadre justement un peu plus global, là, celui de la loi AGEC que vous avez pu avancer. Ça vous a encouragé, cette loi, justement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, alors c'est vrai que nous, on a démarré donc, il y a 6 ans de ça chez Decathlon, donc on a été un peu précurseur par rapport à cette loi AGEC. Et c'est vrai que le fait que cette loi AGEC s'applique là en 2024, ça commence à booster un peu nos opportunités. Alors cette loi AGEC, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une loi qui interdit directement la destruction de produits neufs en fait. Donc ça force un peu les entreprises à se réinventer sur la gestion de fin de cycle de vie des produits et de repenser la manière dont on traite ces produits-là. Et elle propose 3 solutions, qui est le recyclage. Donc le recyclage, c'est déjà une bonne solution, mais ça nécessite des moyens financiers et humains. Il y a aussi la réutilisation, où on va justement réparer, tout comme l'exemple de cette tente. On va justement la réparer pour la remettre en circuit. Mais là, encore une fois, ça nécessite beaucoup de moyens, que ce soit financiers et humains. Et la dernière solution, la solution préférée de cette loi AGEC, c'est justement le don. Parce que le don, justement, c'est un impact économique pour l'entreprise, mais encore une fois, un impact sociétal fort et un impact environnemental direct. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'aime bien à travers cette loi, c'est qu'en imposant des contraintes, on arrive à booster des opportunités en fait, d'impact. Super, merci du coup, aux gens qui ont rédigé cette loi. Je pense que ça t'a bien aidé avec eux. C'est parfait. Du coup, ça s'inscrit dans le cadre de vos missions. Du coup, c'est comme on a écrit là, c'est transformer des surstocks excédentaires en super opportunités. Est-ce que tu as par exemple un don qui t'a tenu à cœur que tu voudrais évoquer alors, dans cette démarche? Oui, exactement. En fait, nous, c'est clairement l'axe qu'on a choisi, hein, c'est le don, c'est de transformer ces surstocks en opportunités d'impact sociétal et positif, mais pas de n'importe quelle manière. Le but, c'est pas de donner pour donner, mais vraiment de trouver des projets à fort impact sociétal, des projets qui sont locaux. Le but, c'est vraiment de permettre à l'entreprise de générer un impact sur son territoire. Et des exemples, il y en a plein en fait. Récemment, on a offert des générateurs justement qui sont partis en Ukraine pour alimenter des écoles, ce genre de projet. On peut aller très très loin. On a aussi fourni des matériaux électriques justement en Afrique pour permettre justement d'éclairer certains villages. Et aussi récemment, ça me fait penser, en France, il y a eu des inondations dans le nord de la France. On a pu offrir des radiateurs.
Merci beaucoup. Le deuxième micro marche, qu'on va l'utiliser. Merci. Parfait. Et justement, on va peut-être venir vers les gens qui te fournissent les produits, vers Mabéo notamment avec Jules. Est-ce que tu peux rapidement présenter ce que vous faites chez Mabéo justement? Qu'est-ce que tu fais toi en activité? Oui, bien sûr. Alors du coup, Mabéo, c'est un distributeur responsable d'équipements de protection individuelle, de fournitures industrielles et porteur de solutions techniques. Donc ça, voilà, on est un distributeur, on vend des produits, on achète et on les revend. Mais sous 6 piliers. Donc tout d'abord, c'est notre savoir-faire qu'on met en avant, donc notre expertise, notre connaissance des produits techniques et innovants, de notre large gamme de produits. Donc on commercialise jusqu'à 700 000 produits. Donc forcément, des fois, malheureusement, on a des produits qu'on n'arrive pas à vendre ou bien qui reviennent chez nous et qu'on doit écouler. Donc on en parlera après. Après, on est une solution omnicanal, donc on est à la fois avec des commerciaux sédentaires, itinérants, qui vont chez nos clients. On est un site web, donc la vente site web, des magasins. Voilà, donc on a vraiment tous les profils de vente. On a également des solutions sur mesure, donc on va chez nos clients pour comprendre leurs besoins et les déployer ensuite chez eux, donc avec des centrales pneumatiques, ce genre de choses. On essaye en tout cas d'être novateur, donc toujours aller chercher les nouveaux produits, les nouvelles gammes développées par nos fournisseurs et les porter auprès de nos clients. Et enfin, tout ça s'inscrit dans notre démarche RSE, donc c'est plus que simplement, on pourrait appeler ça du greenwashing. Chez nous, chez Mabéo, c'est vraiment une vraie volonté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Don. Et du coup, est-ce que tu peux un peu détailler les produits que vous mettez à disposition? Qu'est-ce que Don, sur quoi Don doit travailler en fait précisément? Oui, bien sûr. Donc nous, notre gamme de produits, elle est divisée en domaines d'activité stratégiques. Donc le premier, ça va être le DAS QSE. Donc ça va être tout ce qui va toucher en fait à la sécurité des employés, donc avec les équipements de protection individuelle. Ensuite, on va avoir le DAS maintenance. Donc là, c'est tout ce qui va être la partie justement plus technique avec outillage consommable, donc des perceuses, des visseuses, et tout le reste, transmission mécanique, transfert de fluide, pneumatique, automatisme industriel, pardon. Donc voilà, donc c'est des produits beaucoup plus techniques. Donc là, il faut une expertise et une connaissance de ces produits, voilà, pour vendre un roulement ou ce genre de choses. Et enfin, on a le dernier DAS, donc celui qui n'a pas de nom sur cette slide, qui s'appelle donc le DAS Solution. Donc voilà, c'est vraiment l'installation sur mesure auprès de nos clients, donc avec un cahier des charges bien défini et des produits donc qui s'inscrivent dans un système complexe plus global. Ok, et pourtant, pour tous les produits que tu cites, on peut trouver une solution à travers le don notamment. Exactement, oui. Et on a aussi des problématiques. Par exemple, là, si on prend les équipements de protection individuelle, donc voilà, ça va de la tête aux pieds, donc tête, main, corps, pieds. On va avoir des t-shirts et il y avait la Fashion Week il y a encore 2 semaines et c'est la même chose, même dans l'industrie. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment novateur, qui est nouveau, pardon. Les industriels veulent aussi se démarquer par ce que portent leurs employés pour se sentir bien, ce genre de choses. Et du coup, les fournisseurs évoluent leur gamme pour aller. Voilà, il y a même un effet de mode maintenant dans l'industrie. Donc, forcément, quand une nouvelle collection sort, collection automne arrive, la collection de printemps n'est plus à la page. Tu as fait un petit défilé du coup récemment, pas trop? Pas moi personnellement, mais Très bien. Et je crois que du coup, tu parlais de produits un peu plus techniques que des EPI qu'on connaît un peu plus facilement. Je te laisse un peu détailler ça. Oui, complètement. Du coup, c'est ce que je disais. Donc, on va avoir tout ce qui est. Alors, l'outillage consommable, l'équipement, c'est aussi ce qui va parler au grand public. Donc, les perceuses, les visseuses, les tournevis. Donc, ça, voilà, on en a besoin. Alors, voilà, c'est la même chose. Hein. Notamment si vous allez chez Casto ou ce genre de commercial, vous allez voir les perceuses évoluent tous les 2 ans. Il y a une nouvelle perceuse qui arrive sur le rayon. C'est la même chose dans l'industrie, même précurseur, vu qu'on parle à des industriels. Et après, on va avoir des produits plus techniques comme de la transmission mécanique, des roulements, des courroies de distribution, des chaînes et plein d'autres choses comme transfert, fluide, étanchéité, automatisme. Alors, on a ce caractère-là également de nouvelles gammes qui sortent chez nos fournisseurs avec de l'innovation, mais également des produits. Voilà, même si c'est un tuyau, il peut être utilisé qu'un certain nombre d'années. Au bout d'un moment, ses propriétés physiques perdent de la qualité. Donc nous, on essaye d'anticiper ça pour pouvoir le donner avant qu'il soit détruit parce que non utilisable. Comme ça permet à l'association de pouvoir l'utiliser avant que ce soit trop tard.
un peu comme de la DDM et sur l'alimentaire, où justement les produits sont encore utilisables même après une date, entre guillemets, ça peut ressembler? C'est ça. Alors oui, il va avoir ce cas-là, donc date limite d'utilisation. Et nous, alors à nos clients, on ne vend pas au-delà de la date limite d'utilisation, mais même auprès des associations, on ne dépasse pas non plus cette date, parce que voilà, pour être sûr que les associations qui les utiliseront pourront les utiliser de manière sécuritaire. Vous avez un vrai souci de qualité sur ce que vous donnez, justement, c'est bien ça? Complètement. Aujourd'hui, on ne donne que du produit neuf et sans dommage ni rien du tout. Très bien, très louable à vous de donner des très belles choses, du coup, là-dessus. Et tu parlais d'une partie un peu plus technique. Oui, complètement. Donc là, c'est les prestations techniques. Donc là, c'est vraiment, on va faire du sur-mesure. Donc en fait, on va préconiser. Donc le client a un besoin, installer une centrale pneumatique. Voilà, on va venir chez lui, prendre son besoin et venir ensuite l'installer, faire les maintenances après d'année en année, etc. On va faire aussi de la découpe de joints, de flexibles sur mesure. Voilà, donc là, c'est des produits plus techniques, mais la matière première reste de la matière première qui peut être achetée par un industriel de manière classique. C'est juste qu'ici, elle est transformée derrière. Merci. Et du coup, c'est dans le cadre de votre politique RSE, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça, complètement. Donc en fait, c'est ce que je disais chez Mabéo, la RSE, c'est vraiment, voilà, comme on le lit là, la colonne vertébrale de toutes nos actions. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est concret. Donc là, on a plusieurs preuves concrètes, hein, autant sur le point de vue environnemental, avec des certifications. On essaie de développer une offre produit responsable Mabeco, créée en partenariat avec des organismes de notation, et également au niveau humain. Donc on va avoir, on peut retrouver la mission handicap, voilà ce genre de choses où on s'inscrit vraiment dans l'humain. Et c'est en lien avec ces deux problématiques en fait qu'on voit l'encadré en bas à droite, les dons de produits, voilà, qui est quelque chose voilà, qui est fait depuis longtemps chez Mabéo. Donc ça va faire plus d'une dizaine d'années qu'il y a des dons de produits qui sont faits à des associations pour aider les associations et en même temps d'un point de vue environnemental être mieux que de la destruction. Et du coup, dans ce cadre-là, on a fait le choix assez fort chez Mabéo, depuis déjà janvier 2022, de ne détruire plus aucune marchandise neuve ou fonctionnelle. Donc voilà, on a anticipé la loi AGEC, qui est arrivée, comme le disait Thomas, en 2024, pour justement voilà, aller dans le sens de nos ambitions. Vous êtes au top. Merci. Est-ce que tu veux parler un peu justement de pourquoi peut-être il me semble qu'il y a eu une base logistique en fait, toute une organisation qui vous a posé des questions tout simplement et que vous avez dû affronter. Oui, complètement. Alors du coup, de janvier 2022 à janvier 2023, Mabéo s'est restructuré d'un point de vue supply chain. Donc on est passé de 4 plateformes logistiques à une plateforme unique, donc sur Montagna dans l'Ain. Donc en parallèle de ça, ça a été l'occasion pour notre service marketing de redéfinir complètement son offre. Donc plein de nouvelles gammes qui rentrent, plein de nouvelles gammes qui s'arrêtent. Donc forcément, celles qui rentrent, elles sont faciles à faire rentrer, encore qu'il faut de la place physique pour les mettre. Par contre, les gammes qui s'arrêtent, vu qu'on les propose moins à nos clients, il faut réussir derrière aussi à les écouler. Donc c'est aussi une des voilà, donc non seulement on décide d'arrêter de détruire des produits, et en plus de ça, on décide d'arrêter plein de produits alors historiquement auraient pu être détruits et que désormais on ne souhaite vraiment plus détruire. Et du coup, pour cette problématique que tu as citée là, il y avait des gros sujets et c'est pour ça que tu as voulu solliciter Dun. C'est ça exactement. Donc voilà, comme je disais, déménagement de plusieurs plateformes, des nouvelles gammes, l'arrêt de mise en avant de certaines gammes, des évolutions de modèles, comme je vous disais tout à l'heure, l'effet de mode, les nouvelles innovations de nos fournisseurs et l'obsolescence tout de même des produits qu'on avait déjà traditionnellement. Donc en fait, on est arrivé avec une plateforme avec un taux d'occupation trop élevé pour être saine et une qualité de stock également en dégradation. Donc on avait besoin d'aller plus loin au niveau des dons, donc de pouvoir solliciter plus d'associations que ce qu'on pouvait faire de nos propres moyens. Et surtout, ce qui nous tenait à cœur, c'est ce que fait Don très bien, c'est de cibler des associations qui sont intéressées par nos produits. Parce que comme je vous l'ai dit, on a des produits assez techniques. Donc quand on parle d'équipement protection individuelle, c'est presque du vêtement, ça peut intéresser pas mal de gens. Par contre, quand on va aller sur de la fourniture industrielle, voilà, ce n'est pas toutes les associations qui vont être intéressées par ces produits. Et nous, à notre propre niveau, on avait du mal à cibler toutes ces associations-là. Ok, parfait. Merci. Ça a commencé en 2022, comme tu l'as cité. Et c'est un process qui s'est amélioré avec le temps. Est-ce que Thomas ou Jules, vous voulez un peu détailler comment ça a évolué ? Oui, complètement. Alors, du coup, on a commencé notre premier don. Enfin, on s'est rencontré, Thomas, en avril 2022. Et le premier don en juillet était bouclé, terminé. Donc
donc très rapide. Et après, je pense que Thomas va parler un peu du processus, mais en tout cas, d'un point de vue donateur, c'est très simple. Parfait. Bah donc Thomas, on va te laisser la parole. Ouais, merci beaucoup. Donc ouais, c'est vraiment notre promesse, c'est vraiment d'être aussi simple et rapide que de déstocker ou que de détruire justement. Donc nous, on intervient sous 10 jours. On adapte nos process à chaque entreprise parce que chaque entreprise a des raisons différentes de donner, mais d'une manière très classique, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un premier rendez-vous justement où là, on va venir identifier les stocks avec notre futur partenaire, essayer de comprendre ses produits et justement de mettre une valorisation dessus. Ça nous permet de le projeter sur cette opération de don et de lui montrer aussi le geste à la toute fin, ce que ça va lui rapporter. Une fois qu'on a identifié, compris ces produits, nous, on se met à la recherche de projets associatifs, donc locaux, à fort impact sociétal. Et c'est là où on se challenge sous 10 jours. C'est-à-dire qu'on fait appel à notre annuaire. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. On a plus de 1600 assos. Et donc, on va venir chercher des assos qui ont besoin de ce type de produit-là exactement pour réaliser des beaux projets. On en sélectionne quelques-uns et on les propose. Donc là, on les a proposés à Jules, qui a pu sélectionner le projet qui lui tenait à cœur. Une fois que c'est identifié, on va venir justement écrire une convention pour encadrer juridiquement le don. Ça, c'est important justement pour transférer la propriété des stocks et faire en sorte que le donateur, une fois que les produits sont donnés, n'est plus responsable légal du stock. Et voilà, cette convention est signée. On va organiser la logistique. Donc Don collecte les produits et les livre directement à l'association. Et une fois que c'est livré, justement, on met à disposition le reçu sur notre plateforme, notre outil digital, et qui donne droit à 60% de réduction d'impôt, avec justement un fichier qui trace l'ensemble des produits qui ont été donnés et l'association qui a reçu les produits. Et ces étapes, c'est facilitant. C'est des sujets justement qui posent des soucis aux entreprises que tu accompagnes. Peut-être Jules aura un peu plus d'expérience à revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qui sont vraiment les sujets qui font avancer les dons de votre côté avec les entreprises? Je pense qu'après, Jules pourra témoigner, mais je pense que ce qui revient le plus souvent, c'est justement l'étape de recherche d'association. C'est vraiment l'étape la plus chronophage. Et après, c'est tout ce cadrage juridique et fiscal à mettre en place. Généralement, une fois qu'on a trouvé l'association qui veut bien recevoir des produits et qui a un réel projet derrière aussi, c'est de se challenger pour faire en sorte que tout soit cadré juridiquement et fiscalement parlant pour justement obtenir cette réduction d'impôt. Et après, in fine, c'est de suivre aussi le projet et d'avoir un peu des feedbacks de l'association, d'aller recueillir justement comment ils se sont servis des produits, à quoi ça a servi concrètement. Est-ce que tu veux compléter Jules, peut-être? Oui, pour redire un peu ce qu'a dit Thomas, vraiment, nous, ce qu'on recherchait, c'était la pertinence de l'association trouvée pour les produits. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, il n'en a pas parlé, mais aussi récupérer tous les documents fiscaux. Donc, ils sont tous disponibles à un seul endroit, tous dans le même format, toujours remplis complet. Enfin, c'est quelque chose, c'est vrai que pour l'avoir fait historiquement, sans passer par Don, récupérer toutes ces informations-là auprès des associations, ça peut prendre 10, 15 allers-retours. C'est pas toujours simple et ça, pour le coup, c'est facilitant. Et c'est aussi un plus à mettre en avant cette relation-là qu'ils ont privilégiée avec les associations. C'était une vraie traque et tu as trouvé ton Indiana Jones, quoi, en fait, pour ton trésor. Exactement. C'est magnifique. Du coup, peut-être que vous pouvez détailler en fait ce que ça a apporté vraiment réellement, factuellement, déjà du côté social et peut-être au niveau des chiffres, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, du coup, au niveau social, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai plus de donner les produits qui sont réutilisés plutôt que les détruire. Donc ça, c'est vraiment environnementalement parlant et même socialement parlant, ça vient en aide à des gens qui en ont besoin. Donc depuis le partenariat avec Don, donc on a donné chez Mabéo 680 000 € de produits qui ont été sauvés grâce à ça, donc c'est top. On a aidé 19 associations. Et alors là, c'est justement, on voit 120 tonnes de CO2 sauvées. Donc c'est des chiffres qu'on peut aussi également obtenir grâce à Don qui nous communique selon une moyenne qu'ils établissent. Ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, on communique toujours sur ces 3 piliers qui font que le projet RSE est un projet RSE durable, l'impact économique, sociétal et environnemental. Et tout ça, c'est disponible en temps réel sur la plateforme, justement. Donc vous avez une plateforme, un outil auquel on peut accéder facilement?
Ouais, c'est exactement ça. Donc nous, on a un outil, comme je le disais avec Guillaume, on a développé un outil qui s'adapte en fait à chaque entreprise. Et le but, c'est de de permettre à cette entreprise de suivre l'état d'avancée de chaque don et de suivre les projets à la fin. Avec notamment ces KPI qui sont hyper importants pour suivre vraiment, piloter le don en fait. Ok, bah, c'est super. Et je crois qu'on a justement Yes. une expérience de ce que vous avez fait. Merci Marine. Merci Marine. Donc là, c'est justement une Done Story. Donc c'est quand on va suivre le projet une fois que les dons ont été réalisés. Donc on parle de données.org parce que c'est notre ancien nom, mais maintenant on s'appelle Done. Justement, on a changé de marque. Mais c'est justement l'un des premiers dons qui a été fait par Mabeo Industries et qu'on a été suivre justement pour voir comment l'association s'est servie de ces produits. Mabeo Industries est un distributeur d'équipements de protection individuelle et de fournitures industrielles. Donc, dans le cadre de la loi anti-gaspillage, on a voulu se développer un peu plus massivement sur notre politique de dons, être un peu plus structuré. Donc on a fait appel à la plateforme données.org qui nous permettait de réaliser ces actions assez facilement avec un choix d'associations beaucoup plus large. Je suis chargée de développement au sein de l'association ADDSEA. Elle représente à peu près 650 salariés répartis sur 4 secteurs d'activité: l'hébergement d'urgence, l'enfance-famille, l'aide médico-psychologique et le secteur insertion-prévention que je représente aujourd'hui. Alors on a reçu comme don des équipements de protection individuelle, par exemple des mallettes de premiers secours, des gants, des lunettes de protection, des visières. Donc ça va servir à nos équipes sur nos chantiers d'insertion, puisqu'en fait on a plus d'une centaine de jeunes qui utilisent ces équipements au quotidien. On a reçu un don d'à peu près 20 000 €. Donc pour nous, c'est une énorme économie. J'ai inscrit notre association sur cette plateforme données.org et ils nous ont contactés par mail pour nous parler de cette opportunité. Ils ont tout organisé, c'était très fluide. C'est vraiment facile pour une association d'obtenir un don. Il n'y a pas beaucoup de démarches, il y a un formulaire à signer et c'est tout. Donc au nom de l'association ADDSEA, je remercie l'entreprise Mabeo pour ce magnifique don, très utile pour nous. En tant qu'employeur responsable, cela correspondait à nos engagements RSE. Le process de don avec données.org est assez simple. On commence par identifier correctement nos produits. On communique la liste à données.org. Ensuite, ils vont, eux, chercher et cibler les associations qui feraient le meilleur usage des produits qu'on souhaite donner. Un autre avantage de données.org, c'est vraiment le côté administratif avec la génération des documents fiscaux qui se fait très rapidement et qui permet d'avoir une centralisation des documents assez simple à utiliser derrière. Et l'avantage de données.org, justement, c'est de trouver des associations qui réutiliseront à leur juste valeur les produits que nous donnons. Merci Marine pour cela. Merci Marine. T'en fais pas. Du coup, merci Jules. On sent que les documents fiscaux, ça t'a bien marqué, en tout cas, cette track, justement. Donc pour réavancer, peut-être que justement, il y a un vrai enjeu du coup économique, comme on le disait, mais il y a plusieurs solutions. Cependant, selon toi, Thomas, selon Don et selon même l'ADEME, de ce que j'ai compris, c'est la meilleure solution, le don, justement. Oui, c'est vrai que nous, on parle beaucoup d'impact sociétal en fait, depuis le début de cette réunion, parce que c'est vraiment l'axe qu'on a choisi, c'est vraiment, comme je dis, de ne pas donner pour donner. Mais il y a un deuxième levier qui est hyper important et qui, justement, arrive à convaincre les entreprises, c'est l'avantage fiscal. En fait, si on prend cet exemple, donc pour une valeur de stock de 100 000 €, donc vous avez 100 000 € de surstock, et que vous choisissez de donner, vous allez déjà récupérer 60%, donc 60 000 € en réduction d'impôt. Il y a des frais de service Don, justement pour gérer le don de bout en bout qui s'appliquent, donc 15% sur la valeur de stock. Donc même si on vous facture 15 000 €, vous récupérez également 60% des frais de service en réduction d'impôt. Ce qui fait que, in fine, vraiment, le retour sur investissement de chaque projet de don est ultra rentable pour l'entreprise, beaucoup plus rentable que de faire appel à un destocker ou que de recycler.
Et c'est pour ça que nous, on aime bien le don, c'est que c'est vraiment une solution qui est gagnant pour tout le monde, gagnant pour l'asso parce que c'est totalement gratuit pour elle, hein. Elle ne paye strictement rien. On offre ses produits à l'association. Gagnant pour l'entreprise qui voilà, assainit ses stocks et gagne de la réduction d'impôts. Et gagnant pour Don. Top. Et du coup, où est-ce qu'on peut s'imaginer se projeter avec vous, Thomas? Il y a un site peut-être? Ouais, exactement. Donc en fait, on a le site don.fr sur lequel il y a un simulateur. Si vous avez déjà une valeur de stock en tête, vous allez pouvoir justement l'inscrire et voir de manière très économique hein, ce que ça peut vous rapporter. Et sinon, vous avez aussi le choix de vous inscrire pour prendre un premier rendez-vous avec l'un de nos commerciaux qui, lui, va prendre le temps justement d'étudier la typologie de vos produits et déjà de vous projeter sur un impact sociétal. Donc en fait, par rapport au type de vos produits, on sait déjà vers quel asso ou pour quel projet on peut mettre en face en fait. Du coup, on peut s'inscrire de nous-mêmes, on peut directement poster un don, il faut forcément passer par quelqu'un chez Don? Ouais, non, mais ça se fait de manière autonome et bien sûr, nous, dans tous les cas, on détectera ce don et on prendra l'automatisme de venir vous voir justement pour caler un premier rendez-vous. C'est hyper important de savoir ce que vous faites, d'apprendre à se connaître pour justement s'aligner sur votre politique RSE. Et sinon, de manière très, très concrète et factuelle, aujourd'hui, on est aussi sur le stand 81 qui est juste là, au même étage. Ok, parfait. Comme vous pouvez le voir là. Voilà. Est-ce que vous avez, on voulait vous proposer du coup des questions-réponses après. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour conclure, peut-être pour répondre à d'éventuelles questions? Jules et Thomas? Ouais, je dirais qu'il faut surtout pas hésiter d'une part à poser des questions et parce que c'est un mécanisme qui est très peu connu des entreprises, donc c'est sans doute nouveau pour vous et surtout faut surtout pas hésiter à donner. On est capable de revaloriser tout type de produit et tout volume et généralement ça aide toujours une association. Donc vraiment n'hésitez pas, que ça soit du vieux mobilier, que ça soit des produits neufs, que ça soit de la matière première. Le monde associatif est un monde qui a besoin d'aide et donc chaque produit que vous avez et qui dort dans votre entrepôt est susceptible fortement d'aider une association. Tu parlais d'aider une association, je crois que vous faites gagner quelque chose sur votre stand pour les associations, c'est ça? Exactement, on fait remplir un petit questionnaire, bien vu Gaspard, sur lequel le gagnant de ce questionnaire pourra justement sélectionner une association et on enverra justement 200 € à cette association. Parfait. Tu veux compléter le mot de la fin, Jules, peut-être? Oui, juste pour conclure, vraiment, le don, c'est une super opportunité. Et en plus de ça, avec Don, on a accès à des équipes qui sont vraiment intéressées par ce qu'ils font. On sent que c'est dans le bon sens de l'histoire et c'est très simple. Vraiment, c'est ce que je disais. Tout est simple du début jusqu'à la fin. Donc, je ne peux qu'encourager à faire de même. Merci. Top. Est-ce que par contre, vous avez des questions pour nos deux partenaires? Si vous voulez, vous avez les micros juste là. Ou sinon, allez-y, je vous en prie. Franck Da Silva, je suis directeur d'une asso qui travaille justement sur le réemploi. Et je voulais savoir, au niveau des associations, quels sont les critères d'éligibilité pour que la partie fiscale puisse bien se faire. Est-ce que, par exemple, une asso qui serait fiscalisée, ça marche aussi ou pas? Alors, il y a deux principaux critères, c'est d'être inscrit au répertoire national des associations et d'être reconnu d'intérêt général ou d'utilité publique, tout simplement. Donc, si vous remplissez ces deux critères, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas travailler ensemble. Moi, j'avais une question sur votre domaine d'activité. Est-ce que vous êtes tout secteur d'activité? Vous avez une spécialité ou pas? Non, vraiment, comme le disait Gaspard, en fait, les invendus, ça représente 3% du chiffre d'affaires des entreprises, donc ça touche vraiment tout type de secteur. Et nous, on le ressent. On travaille aussi bien avec des produits sportifs que des produits dans l'automobile, que du BTP. On travaille aussi bien avec Decathlon, Neuroto, Boulanger, Leroy Merlin, que Saint-Gobain, que Mabéo Industrie, vraiment que Weber, vraiment tout type de produits en fait. Et sur des produits finis comme de la matière première. Le textile aussi, vous avez des débouchés alors? Oui. Okay. Le textile aussi, oui. Je vous en prie. Si, ouais, ça ira, je pense. Au pire, je répéterai.
Alors nous, on suit vraiment 3 impacts. Hein. L'impact économique, mais ça c'est plus pour l'entreprise. L'impact sociétal, ça va être côté association. Et l'impact environnemental. Mais après, le débouché, l'impact réel pour l'association, ça devient très complexe. Nous, on arrive à calculer déjà le nombre de bénéficiaires de manière déclarative par l'association, mais on n'arrive pas à aller plus loin que ça pour le moment, en tout cas. Je crois que vous avez quand même un questionnaire pour que l'association justement vous informe de ça, qu'elle participe dans cette démarche, quand même. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'elle reçoit un don, elle a un questionnaire justement pour donner du feedback. Et c'est à ce moment-là, justement, on essaye d'évaluer un peu l'impact, mais pas de manière très précise, quoi. Des projets qui prennent du temps, justement. Il y a des chantiers d'insertion, ateliers d'insertion. Là, je crois que tu étais intervenu sur une abbaye, donc ça met du temps sur lequel travailler. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que généralement les produits vont pas être tout de suite réutilisés, ils vont être stockés puis utilisés au fur et à mesure. Sur cette abbaye, justement, c'est un chantier qui dure depuis 3 ans maintenant, et les dons qui ont été reçus sont utilisés au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué aussi de suivre l'impact. Ouais. Ce sera une question avec un lien avec le textile. Moi, je suis Stérine Leurette, je suis responsable développement durable de la Fédération de la Maille, donc je représente une grande partie de la filière textile. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt l'écho de refus de dons de la part de l'ESS, de la part justement des marques du textile françaises qui sont confrontées justement à cette situation. Au bout de 3 refus de dons, on peut effectivement donner cette responsabilité à l'éco-organisme qui aujourd'hui ne s'accorde pas, en l'occurrence, cette responsabilité. Le règlement ESPR qui va arriver au niveau de l'Europe est en plus en train de nous interdire de faire du recyclage au niveau de nos invendus. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez effectivement l'industrie du textile par rapport à cette notion de don, parce qu'on a effectivement eu un très beau témoignage des EPI. Les EPI, ce sont des produits à forte valorisation, comme peuvent être la haute couture et des produits à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'ESS est-elle capable d'absorber les surstocks d'invendus de la partie textile, qui quelquefois sont dans des quantités nombreuses et qui sont aujourd'hui refusées par l'ESS? Ouais, c'est une très bonne question. Donc c'est vrai que sur la partie textile, nous on en fait, mais comparé à tout ce qui est disponible, c'est très large. Pour autant, on a connaissance de gros projets associatifs qui sont capables d'absorber en fait des quantités énormes, des centaines de palettes. Donc pour le moment, on arrive à tout revaloriser. Et je pense qu'on n'est pas encore confronté justement à tout ce volume massif. On le sait que c'est un marché qui est très structuré déjà d'une part et très volumineux. Mais pour l'instant, on le sent pas encore de plein fouet en fait. On revalorise une petite partie et on arrive à replacer cette partie. Donc pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. C'est vraiment, on est au tout début de ce secteur-là. Il y a aussi des évolutions. Là, on parlait de haute couture, par exemple. Vous avez déjà eu des échanges avec eux. Il y avait des soucis de dégriffer ces produits. Il faut trouver les bons chantiers, ateliers d'insertion sur lesquels vont retravailler les produits. Oui. Ouais, il y a plusieurs sujets. Donc, il faut d'une part effacer la marque pour certains. Il faut d'autre part retravailler le produit, c'est-à-dire vraiment séparer la matière première pour en faire quelque chose d'autre. Et tous ces projets-là qui sont très complexes, on arrive à les faire, mais c'est vrai que ça demande un peu plus de temps, un peu plus de recherche. Ce n'est pas des projets sur lesquels on va s'engager à vous répondre sous 10 jours. On le sait que ça prend un peu plus de temps, mais comme les critères d'éligibilité des associations est extrêmement fort et élevé, on se met d'accord sur un délai beaucoup plus long en fait, au final. Mais on arrive encore une fois à trouver avec beaucoup de patience et de bienveillance. La patience, ça marche toujours, souvent. Bonjour, du coup je vais rebondir aussi sur le délai des 10 jours. Je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'est une demande des entreprises avec lesquelles vous travaillez, ou est-ce que c'est une demande des assos, ou est-ce que c'est juste un objectif un peu subjectif, que vous êtes fixé? Ouais, non, c'était vraiment une volonté de notre part. Moi, en fait, quand je travaillais en magasin, je savais que la benne, elle est disponible. Et en gros, elle part toutes les semaines. Et donc, avec Guillaume, on s'est dit, on nous a imposé aussi, les directeurs de magasins nous ont imposé à l'époque de dire, faut pas que ça me coûte plus cher, faut pas que ça soit plus chronophage, et il faut que ça soit aussi avantageux que la benne. Et donc, on s'est posé ce critère-là de 10 jours pour dire, regarde, au final,
tu gagnes plus d'argent et en plus de ça, tu as les mêmes avantages que la benne en fait. C'est bien mieux que la benne. Ouais, carrément. Bah, c'est tout l'intérêt du tableau, hein. C'est vraiment de dire donner que recycler ou détruire. Non, on n'a jamais eu d'association qui souhaite donner, mais ça fait, je peux faire le parallèle avec des entreprises qui ne payent pas d'impôts et qui se demandent ben, justement c'est quoi tout l'intérêt de donner. Et dans ce cas-là, on met plutôt en avant l'impact sociétal et environnemental et on essaye justement de s'aligner en termes de coûts sur le recyclage ou la benne en fait. Notre business model, c'est vraiment de toujours être gagnant-gagnant. Donc nous, on calcule notre effort par rapport à la typologie des produits, on calcule l'effort de l'entreprise de gérer ses produits et on essaye de trouver voilà, un chemin pour justement concrétiser ce projet. On évite le coût de stockage aussi, je crois, grâce à ça. Ouais, effectivement, ouais. Après, je crois que des associations justement mutualisent leurs produits. Parfois, il y a des espèces d'échanges entre elles, des accords. Pour que ça se passe bien, c'est un peu plus technique, mais... Ouais, quand on connaît vraiment le milieu associatif, justement, là, vous parlez de produits, de t-shirts qui vous restent sous les bras. Et si on voit que justement, certaines associations n'arrivent pas à absorber cette quantité, on va justement se retourner vers des grosses associations qui sont plus structurées et qui ont un maillage national et qui vont pouvoir redistribuer en fait le produit. Mais ça, on évite parce qu'il y a cette empreinte carbone qu'on essaie de limiter. Chez nous, un don parcourt en moyenne 50 km. On essaye de rester dans le clou là. Donc là, c'est vraiment en dernier recours, quoi. Oui, c'est ce que j'expliquais. Sinon, je peux reprendre depuis le début. Non, je rigole. Non, mais en fait, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que des fois, on se met d'accord avec certains partenaires pour aller aider une cause ciblée. Donc, je parlais de l'Ukraine, je parlais aussi de villages en Afrique, etc. Donc là, j'entends que vous avez des besoins dans d'autres pays. Et en fait, si on a connaissance de ce type de projet, on va essayer de les mettre en avant si on sent que du côté de nos partenaires, il y a cette sensibilité-là. Je sais que la cause ukrainienne, c'est une cause qu'on propose souvent parce que généralement, ça plaît à nos partenaires de faire peut-être un peu plus de kilomètres. Et nous, en plus de ça, on met de notre poche aussi pour payer le transport à l'association. Mais encore une fois, le but, c'est vraiment d'avoir un projet qui est gagnant-gagnant-gagnant et de faire en sorte que tout le monde soit content, en fait. Donc je veux bien que vous passiez au stand 81 justement pour nous présenter votre association avec plaisir. Dernière question peut-être, messieurs, dames. Oui, merci. Est-ce qu'il y a un plafond pour la défiscalisation au niveau de l'entreprise qui donne? Ou est-ce qu'elle peut donner tant qu'elle veut? Oui, alors elle peut donner tant qu'elle veut, mais elle ne pourra pas défiscaliser autant qu'elle veut. Donc il y a un plafond qui est de 20 000 € de valeur de produit ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Et si vous dépassez ce plafond-là, vous allez pouvoir justement reporter l'excédent de réduction d'impôt sur les 5 prochains bilans. Voilà. Et après, si vous redépassez, là c'est perdu, mais au moins vous avez fait un beau geste.
toute dernière encore peut-être, ou alors on sera bon, messieurs, dames. Super, merci beaucoup Jules, merci Gaspard d'avoir animé cette conférence. Avec plaisir. Et merci à vous.